bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Alpes, à Chambéry, dans les préparatifs de la saison de ski. En effet, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, Yannick Morat, le CEO d'EcoSport. EcoSport est le leader européen de la distribution de ski et d'équipements de montagne. Présent dans 8 pays, EcoSport a pris le virage de l'international très tôt. Yannick reviendra sur le point, mais sachez qu'EcoSport vient de fusionner avec son concurrent français, Glishop. L'ensemble pèse maintenant une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et l'objectif est de doubler en 5 ans. Par ailleurs, la saison 2019-2020 a été marquée par une interruption précoce pour cause de Covid. Nous enregistrons cette interview le 19 novembre 2020, en plein confinement 2. Qu'en sera-t-il de la saison 2020-2021 ? Bref, pour y répondre et même aller plus loin, nous gardons nos 3 parties habituelles. Nous parlerons d'abord du marché, quels sont les besoins des consommateurs en termes de matériel de montagne, comment leurs habitudes de consommation évoluent-elles, qu'est-ce que le Covid a changé ou accéléré. Ensuite, nous nous intéresserons à la proposition de valeur d'EcoSport et comment l'entreprise adresse son marché. C'est à ce moment que nous reviendrons plus en détail sur la fusion avec Glishop et de façon générale, nous demanderons à Yannick de nous présenter les enjeux et les défis qui sont devant lui. Et enfin, nous ferons un focus sur la prise de parole de la marque, acquisition, CRM, promotion, comment la relation client d'EcoSport évolue-t-elle. Mais avant de commencer, Yannick, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Yannick Morat, 47 ans, marié, 2 enfants. Chambérien de souche, mes parents avaient un magasin Sport 2000 avant même ma naissance et étaient déjà très orientés vente de matériel. Après mon école de commerce, j'ai travaillé pour Salomon, donc toujours dans cet écosystème, notamment en Corée du Sud pendant 2 ans, puis chez Adidas aux États-Unis une fois qu'Adidas est racheté Salomon. Revenu en France, repris l'affaire de mes parents, je me suis associé avec mon frère et avec un des enfants de la famille Salomon, François, pour d'une part développer des magasins sous les enseignes Sport 2000 et des Griffes Sport. Et notre développement nous a accompagnés en 2007, nous a amené à créer une enseigne qui s'appelle EcoSport, qui était 100% web à l'époque et qui aujourd'hui devient de plus en plus omnicanal. Voilà pour la présentation un petit peu générale. Mon groupe compte un peu plus de 300 personnes aujourd'hui, un chiffre d'affaires global de 110 millions d'euros. Et alors là, le 110 millions, c'est le groupe EcoSport et les magasins. Ça exclut le partenariat, la fusion qu'il y a avec Glishop. Voilà, la fusion avec Glishop nous emmène sur un chiffre d'affaires de 100 millions sur l'outdoor, c'est-à-dire EcoSport plus Glishop. Aujourd'hui, on est à peu près à 100 millions d'euros de chiffre et on a pour ambition de doubler ce chiffre d'affaires dans les 5 ans. D'accord. Et ça, Glishop, c'est un concurrent qui était situé dans les Alpes aussi ? Pas du tout. Glishop est un Auvergnat, Clermont-Ferrand. Je te pose la question, mais je savais la... C'est une entreprise que je connais depuis des années maintenant. Donc, un petit peu la même histoire, un petit peu le même ADN que la famille Morat. C'est la famille Morel, de 3e génération commerçant en sport. Et donc, Fred Morel a créé Glishop en 1999. C'était un des précurseurs
de la vente de skis sur le web. Ouais, c'est hyper intéressant. On va revenir un peu sur tout ça. Donc, tu es issu d'une famille d'entrepreneurs. Ton frère et toi avez repris le flambeau quelque part. Peut-être que je résume un peu, mais enfin, c'est l'idée. Il y a une continuité dans l'entrepreneuriat, toujours donc à Chambéry, dans les produits outdoor, au travers de différentes enseignes. Tu le disais, EcoSport a été développé par toi en mode pure player dans un premier temps, et puis tu l'as évoqué rapidement pour devenir de plus en plus omnicanal, et on reviendra sur ce point-là. Le EcoSport, alors je le disais en introduction, Yannick, on se connaît depuis quelques années, puisque dans mes précédentes fonctions, nous avons travaillé ensemble, et entre autres sur la dimension internationale. Avant qu'on ne passe sur le marché, deux secondes là-dessus, aujourd'hui, EcoSport réalise quel pourcentage de son chiffre d'affaires à l'international? Alors, le web représente 75% du chiffre d'affaires d'EcoSport, 25% étant réalisé dans les magasins. Ouais. Et le chiffre à l'international rattrape le chiffre d'affaires en France. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on était sur un 60% France, 40% Inter. Et là, en ce moment, l'Inter est en train d'accélérer plus fort encore que la France. On va arriver vers un 50-50, je pense, assez rapidement. Très bien, merci pour la précision. Et puis, on reviendra un peu plus dessus en détail sur comment fonctionne EcoSport, tout ce qui a été fait, tout ce qui reste à faire, la fusion avec GliShop. Avant de commencer, je le disais en introduction, on est dans une année 2020 et puis probablement 2021. Tout ce qu'il y a de plus singulier dans le sens où on a eu un premier confinement qui a marqué la fin de la saison de façon prématurée, donc de la saison 2019-2020, hein, et puis un second confinement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui obère un peu le lancement de la saison 2020-2021. Je le disais en introduction, Yannick, quel est l'état du marché? Comment réagissent les consommateurs? Qui sont-ils? Enfin, et puis, qu'ont-ils changé dans leurs habitudes de consommation? Cette année 2020, elle est pour le moins atypique pour tout le monde, évidemment. Et j'ai l'impression que les curseurs sont encore plus prononcés sur l'outdoor, en sens où quand le 13 mars, on annonce le confinement, on annonce également l'interdiction d'accès au terrain de jeu qu'est la montagne. Donc, plus de sites internet, plus de magasins et également plus moyen d'utiliser les produits montagne. Donc, du jour au lendemain, tout s'arrête. Là, c'est les inquiétudes absolues, évidemment. Et puis, au bout d'un mois, on sent que le déconfinement arrivera un jour ou l'autre et le trafic web reprend. Donc, on remet en route nos activités logistiques et donc le web s'est arrêté un mois. Au 12 mai, quand on redémarre, on pensait tous que la reprise allait être molle, craintive, du fait de cette anxiété sanitaire, etc. Et en fait, la surprise énorme, c'est que la reprise a été phénoménale. Alors, au bout d'une semaine ou deux de cette reprise phénoménale, on s'est dit, bon, allez, c'était un peu un besoin que de faire un peu de shopping, que de consommer, etc. Mais en fait, ça n'a pas faibli. Du 15 mai à fin octobre, on est sur des croissances de plus de 50%. Il y a eu une appétence sur les produits outdoor qu'on n'avait absolument pas imaginé. Et je pense que les gens confinés ont eu un réel besoin de sentiment de liberté, de prendre l'air. Ils n'avaient pas pu se rendre à l'autre bout du monde pour leurs vacances et ils avaient un peu de pouvoir d'achat parce que pas de bar, pas de restaurant, pas de voyage, pas d'essence. Et donc, je pense qu'une nouvelle population a découvert les plaisirs de la montagne cet été. On n'a jamais vu autant de monde en montagne, que ce soit la montagne de basse altitude, des montagnes, on va dire l'outdoor, mais même les forêts et les bois, tout simplement. Mmh. Et donc, on a vu vraiment une explosion de la demande jusqu'à fin octobre, où là, boum, deuxième confinement. Alors, ce qui est assez, j'allais dire drôle, mais c'est pas le cas, c'est que quand c'est arrivé au mois de mars, à l'époque, on s'est dit, ouf, heureusement, ça arrive le 15 mars, on a fait la saison de ski, parce que le ski reste quand même notre rayon numéro 1. Mmh. Heureusement que ça n'arrive pas en début de saison, voire au mois de novembre, parce que là, ce serait catastrophique. Boum, c'est arrivé au mois de novembre. Donc là, on est dans une situation, le 19 novembre, où je suis déjà beaucoup moins inquiet que le 1er novembre, en sens où on sent que les magasins vont réouvrir, on va dire, entre le 28 novembre et le 1er décembre, mais ça, c'est une excellente nouvelle.
l'activité web n'a pas faibli, on est toujours en progression. La progression est un petit peu moins prononcée. Pourquoi? Parce que le ski est un petit peu en retrait. Logique, les gens ont du mal à se projeter sur une saison, sur des vacances hivernales, notamment à Noël, puisque là, il faut avouer qu'il y a encore des gros points d'interrogation quant à l'ouverture des stations pour les vacances de Noël. Par contre, pour les vacances de février, à l'heure où on parle, je ne ressens pas d'inquiétude particulière et du coup, les clients sont au rendez-vous. Donc, c'est l'année des pires et des meilleurs, 2020. Le pire, quand tout s'arrête et on met 250 personnes au chômage, et là, c'est le stress total. L'été, où on a du mal à réaliser les chiffres qu'on fait, des quantités de produits absolument dingues. Et puis, de nouveau, la fermeture totale sur le mois le plus fort, le mois du Black Friday, le Black Friday étant à aujourd'hui le plus gros moment de vente de la saison. Donc voilà, une année 2020 du pire et du meilleur. Alors, merci pour cette analyse rapide et hyper circonstanciée. Il y a plein de questions qui me viennent, dont la façon avec laquelle, par exemple, EcoSport a réagi sur l'aspect supply chain, hein, sur les stocks, parce que si on a des explosions de demande hyper fortes, il y a forcément une tension au niveau de la logistique. On reviendra dessus. Avant ça, tu disais finalement la croissance à deux chiffres. Tu parlais de 50% versus l'année dernière sur le online. Jusqu'à octobre, c'est exclusivement sur des produits outdoor en dehors du rayon ski, ou alors il y a un mix entre les différents rayons? Alors, première chose, cette hausse de plus de 50%, non seulement était web, mais elle était également magasin. C'est-à-dire que les 5 magasins EcoSport que nous comptons actuellement, et dans les 2 mois qui viennent, on va en ouvrir 2 supplémentaires, un à Saint-Priest et un à Annemasse. Les 5 magasins ont surperformé au-delà de 50% de progression, ce qui était vraiment une excellente surprise. Le ski l'été, on vend du ski tous les jours, même l'été, mais dans des quantités évidemment plus raisonnables. Non, c'est sur des produits comme le bivouac qui a explosé. Alors quand je dis bivouac, c'est le couchage, les tentes, tous les accessoires pour aller prendre l'air et passer une nuit en bivouac partout, parce qu'il faut rappeler que le bivouac est toléré partout en France. Il suffit d'arriver le soir, de s'installer et surtout de partir le lendemain matin et de ne rien laisser sur place. Donc, on a vendu une quantité de tout ce qui est nécessaire pour ce plaisir-là, dans des proportions qu'on n'avait pas imaginées. Et au niveau supply chain, heureusement, nos marques ont réussi à suivre. Et il faut savoir qu'EcoSport, notre politique à nous, c'est d'avoir une quantité de stock importante. Parce que sur le web ou même dans les magasins, quand, entre guillemets, on dit que ça accélère, c'est-à-dire quand vraiment la demande est là, nous, on vend que des produits qu'on a en stock. On ne vend pas des produits sur commande parce qu'on estime que le service consommateur n'est pas bon. Donc, on prend des risques, on a beaucoup de stock, mais du coup, on sait répondre quand la demande est là. Et donc, la demande, elle est là. Là, on est en novembre, on le disait. Il y a un fléchissement dans la demande. Il y a une forme d'attentisme quand même en ce moment, ou alors tu maintiens une forme de dynamisme au niveau de la demande? Depuis début novembre, les magasins sont fermés, Oui, malheureusement. bien sûr. Par contre, le web est toujours en croissance à 2 chiffres. On est entre 25 et 30% de progression. Donc, ça fonctionne toujours. Quand on regarde le contenu, on est plus sur un phénomène un petit peu été indien, c'est-à-dire que les rayons été ont vraiment traîné dans la durée sur des gros volumes. Je parle du trail, je parle du trek, tout pour aller se promener et prendre l'air, que ce soit au niveau compétition ou au niveau absolument loisir. Et ça, c'est un point sur lequel il sera intéressant de revenir, c'est comment les consommateurs pratiquent la montagne aujourd'hui. Donc oui, il y a un certain attentisme sur le ski et on le comprend. Donc le rayon ski et snowboard est, à l'heure où on parle, en retrait par rapport à l'année dernière, parce que d'une part, les conditions météo sont jusqu'à aujourd'hui relativement estivales, on va dire, et puis il faut quand même un jour ou l'autre que les clients puissent s'assurer que les stations seront bien ouvertes. Donc on a un fléchissement logique sur le ski et le snowboard. Très bien, mais justement, je te challenge sur cette question. Comment comment les clients consomment la montagne? C'est très intéressant finalement ta remarque. Ma lecture de la consommation de la montagne, elle est la suivante. Je pense que jusqu'à ces dernières années, qui disait montagne disait ski, l'hiver, très bien, donc une pratique sportive. Et d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les gens venaient une semaine au ski et skiaient du matin au soir. Ouais. Et le consommateur montagne était un consommateur sportif, un consommateur aguerri, un consommateur connaisseur. On avait l'image du montagnard avec une corde, un piolet, des crampons, des grosses chaussures et un gros sac à dos.
Et aujourd'hui, les consommateurs se rendent compte que la montagne, c'est pas seulement ça. Bien au contraire, on exploite une toute petite partie de la montagne. Et quand je dis montagne, c'est l'outdoor en général. On vient beaucoup plus aujourd'hui sur de la montagne contemplative, de la montagne loisir, de la montagne plaisir, où il y a plus cette notion de performance, de faire un 6000 ou un 5000 en un temps record, etc. Mais plus de dire, on part en famille et il y en a pour tout le monde. Et si monsieur ou madame veut le matin s'exploser physiquement sur telle ou telle perche, très bien. Et puis l'après-midi, ben, on va faire d'autres choses avec les enfants, etc. La montagne devient un petit peu à 360. Et quand je vois l'été les stations qui gardent les remontées mécaniques ouvertes, je trouve ça formidable. Parce que sans être physique, vous pouvez prendre une remontée et vous retrouver à des altitudes extraordinaires, avoir un panorama de dingue. Et ça, maintenant, c'est accessible à tous. Avant, ça ne l'était pas. Le VTT électrique a rendu la montagne aussi accessible à beaucoup, contrairement à avant. Donc, l'âge d'or de la montagne sur le ski, à mon sens, est un petit peu révolu, même si le ski a évidemment encore de très belles années pour lui. Mais néanmoins, on va maintenant pouvoir exploiter des régions entières, des domaines entiers de l'outdoor qui, pour l'instant, sont vierges. Par contre, il faut amener du confort au consommateur, de l'orientation, vraiment bien indiquer les sentiers, etc. Le consommateur a besoin d'être rassuré et a besoin de confort. Mais du coup, on s'adresse à une population beaucoup plus large qu'avant. Ah oui, c'était le sens de la question qui me venait, en fait. C'est plus les mêmes populations, elles viennent s'agrandir. Voilà, on a de nouvelles populations qui viennent en montagne. Et du coup, c'est aussi, comment dirais-je, amélioré par la qualité des produits qu'on vend. Ils sont de plus en plus esthétiques, de plus en plus légers, de plus en plus faciles d'utilisation. Alors qu'avant, la montagne était quand même relativement austère, grave et purement technique. On voit vraiment maintenant la montagne plaisir arriver dans l'offre de nos marques, avec même une offre urbaine, c'est-à-dire qu'on peut s'habiller pour aller se promener en ville avec les codes de la montagne, des logos, des produits techniques parfaitement bien adaptés à la ville. La montagne devient mode tout doucement et du coup, ça nous ouvre un marché absolument phénoménal. Moi, je suis extrêmement confiant parce que le marché du sport, déjà, est un marché qui se porte bien depuis des années, mais le marché de l'outdoor est le marché qui se porte le mieux dans le sport parce que les gens ont aujourd'hui une vraie prise de conscience quant à leur bien-être, quant à leur santé, quant au rafraîchissement aussi, quand il fait très chaud dans nos villes, monter un petit peu, prendre l'air, ça devient un plaisir vraiment apprécié par toutes les populations. Donc une population cible qui s'agrandit vitesse grand V et une montagne qui doit s'inventer l'été parce que pour l'instant, c'est vraiment un diamant brut qui n'est pas exploité. Et alors, je comprends tout à fait ce que tu dis et j'imagine que tu vas aller dans le sens de ce que je vais te dire. Finalement, il y avait une tendance de fond qui allait déjà vers un élargissement finalement de l'offre de services de la montagne en dehors du ski, comme tu l'as très bien décrit, et sur l'été. Je pense qu'il devait déjà y avoir une tendance à accélérer dans ce niveau-là. Et finalement, on se rend compte que ce premier confinement, fin du printemps 2020, a accéléré une tendance qui était existante. Non, je me trompe ou c'est ça? Mais complètement. Ça, à la fois, il est vrai, accélère un petit peu la digitalisation. Il ne faut pas se cacher. Clairement, ce premier confinement a emmené des consommateurs qui n'achetaient pas sur le web à acheter sur le web, très clairement. Mais néanmoins, leur démarrage des magasins a été très bon, donc ce n'est pas une difficulté. Mais bien sûr, les gens qui n'ont pas pu voyager ont souhaité quand même prendre l'air et se sont retrouvés en montagne. Donc la montagne a connu de nouveaux consommateurs cet été et ça a vraiment accéléré ce phénomène. Bon, écoute, merci pour cette première analyse sur justement la demande, le marché. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus en détail de comment EcoSport finalement l'adresse, ce marché. Est-ce que tu sais résumer rapidement pour décrire la proposition de valeur d'EcoSport? EcoSport, notre esprit, c'est de faire partir d'un écosystème. C'est de dire aux consommateurs, derrière l'outdoor, il y a des marques, il y a des terrains de jeu, il y a des pratiques et il y a de la distribution. Et nous, on est dans la distribution. Par contre, quand on s'adresse au consommateur, on lui parle de montagne, on lui parle de pratique, on lui parle de marque. On ne lui parle pas que de produits et de prix, etc. On ne joue pas non plus la carte communautaire, genre voilà, tu fais partie de la famille EcoSport et rien d'autre. Non, nous, simplement, on a choisi, on a pris le parti de dire on veut amener un maximum de consommateurs dans cet écosystème. Donc, on donne la parole aux stations de ski, on donne la parole aux marques, on donne la parole à nos consommateurs, à nos vendeurs. On appelle ça l'écosystème outdoor. Et l'écosystème EcoSport, c'est ça, oui, après, in fine, notre objectif, c'est de distribuer cette vente. C'est au moment où le besoin est ressenti, on est là.
Mais c'est vraiment de dire, plongez-vous dans l'outdoor, prenez de l'information, documentez-vous, aérez-vous l'esprit quand vous êtes derrière votre bureau pendant quelques minutes, prenez des belles images, le contenu, le contenu, le contenu. Ok, on reviendra dessus. Mais donc toi, c'est distribuer finalement la proposition de valeur d'EcoSport, c'est de distribuer l'ensemble finalement des produits outdoor pour la montagne, quel que soit le moment de l'année, en inscrivant cette démarche-là dans un esprit, comment dire, dans un écosystème global qui réunit à la fois les acteurs économiques et la nature. C'est ça un peu? C'est ça, absolument. Et en s'adressant du plus pointu et performant des compétiteurs jusqu'au tout débutant, quelle que soit la pratique. EcoSport, on estime être un généraliste dans l'outdoor. On trouvera chez EcoSport les produits les plus pointus, une fois encore, mais on trouvera une gamme extrêmement large pour rendre la montagne vraiment accessible à tous. On n'a pas ciblé dans notre offre une catégorie de clients. On veut vraiment adresser tout le monde et adresser un maximum de sports pour vraiment couvrir un maximum de pratiques outdoor. Alors, tu le disais tout à l'heure, je rentre un peu plus dans l'exécution de ton business, comment ça fonctionne. Je l'ai aussi dit en introduction, hein, je connais un petit peu EcoSport pour avoir travaillé avec toi. La logistique est au cœur de cette proposition de valeur. En fait, pour réussir à satisfaire vos consommateurs, il y a un outil logistique dans lequel tu as lourdement investi, qui est une des pierres angulaires du système. Tu peux nous en dire un peu plus? Complètement. Moi, je suis convaincu que la promesse logistique doit être tenue. Et aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, une commande passée avant 16 heures est livrée le lendemain en France et le surlendemain à l'étranger. On a investi 10 millions d'euros en 2017 dans une plateforme qui était extrêmement surdimensionnée, puisqu'à l'époque, quand on a décidé de lancer le projet, on l'a dimensionné à 6 fois nos volumes de l'époque. Quand on est entré dans ces bâtiments en 2017, on utilisait le quart de nos capacités logistiques et aujourd'hui, on a vraiment l'outil qui nous permet d'accélérer. La logistique aujourd'hui n'est pas un goulot d'étranglement chez nous. On a une performance qui est très très appréciée de nos clients. On a à peu près 500 000 articles en stock. On ne vend que les articles en stock et une fois encore, vous recevrez demain ce que vous commanderez aujourd'hui dans la mesure où nos transporteurs et où le dernier kilomètre sera respecté. Justement, cet enjeu de stockage, il est tout à fait singulier puisque là encore, en fait, tu es obligé d'anticiper un peu la saison. Euh, Parce que le réassort, il peut se faire en cours. Comment tu fais? Sur les volumes qu'on traite, le réassort reste faible. On prend beaucoup de risques, on prend beaucoup d'engagements. Les produits hiver 2021 vont commencer à être livrés au mois d'avril 2020. On est en train aujourd'hui de commencer nos commandes textiles hiver 2021. Donc on a un cycle qui est long, c'est notre parti pris et c'est l'industrie qui fonctionne comme ça. Les marques aujourd'hui ne portent pas ou très peu de stock, donc oui, on prend un risque très important. Et là, après, il faut faire appel aux bons acheteurs. C'est sûr que c'est un engagement qui est fort parce que le risque, il est évidemment financier, hein. Il y a de l'immobilisation importante quand on travaille comme ça, mais c'est la garantie de pouvoir respecter les promesses qu'on fait à ses consommateurs. Tu le disais, ton outil logistique, aujourd'hui, il est en capacité de délivrer... finalement, c'est pas un goulot d'étranglement, pour reprendre tes mots. C'est quoi le nombre, le pic de commandes traitées par jour? C'est quoi vos capacités? On atteint, notre record doit approcher les 6000 commandes jour. Très bien. Et vous avez en théorie la capacité de monter encore plus haut. Et on a la capacité de monter encore plus haut. Et la prochaine étape d'ici 2 ans, ça va être dans les mêmes bâtiments d'optimiser, de passer à la logistique V2, ce qui était prévu dès le départ, avec des aménagements un peu plus robotisés, un peu plus automatisés. Donc ce sera une phase d'investissement, on va dire V2, une fois encore sans pousser les murs. C'est ce qui était prévu dès le départ. Donc on essaye d'avoir un coup d'avance en logistique. Parce que ce serait vraiment trop frustrant d'être limité en termes de business à cause de la logistique. Bien sûr, tu le disais tout à l'heure, tu parlais, et c'est lié à la logistique, entre autres, des enjeux omnicanaux. Vous avez aujourd'hui 5 points de vente, hein, c'est ça, et il y en a 2 nouveaux qui vont s'ouvrir. Il y a en plus potentiellement, je sais pas, peut-être le réseau de Sport 2000. C'est comment vous interprétez cette partition qui est l'omnicanalité chez EcoSport?
On n'est pas des précurseurs, il faut avoir l'humilité de le dire, mais aujourd'hui, on se rend compte que la dynamique magasin plus web, elle fonctionne. Donc moi, je suis convaincu vraiment de cet aspect omnicanalité. Je pense vraiment que dans le parcours client, le client, en général, commence par le web, commence à se renseigner, et c'est là où il passe par les sites de marque, il passe par les sites des distributeurs. Et quand il a un magasin à proximité, il va y aller à un moment ou à un autre. Donc on a 5 magasins aujourd'hui. Notre format de magasin, nous, ce sont des magasins qui sont stockés, c'est-à-dire qu'on a à peu près entre 1 million et 1 200 000 euros de stock par magasin, des magasins qui font entre 800 et 1000 mètres carrés de vente. Ce modèle fonctionne, il est rentable. On a des équipes qui sont très compétentes dedans et pour le consommateur, c'est parfait en sens où il a une offre déjà très conséquente sur place. Et si jamais le vendeur estime que ce qui est sur place ne convient pas pour X raisons, fait le lien avec le web et le client est livré le lendemain, soit dans le magasin, soit chez lui. Donc il y a une vraie dynamique omnicanale. Il y a du click and collect, il y aura bientôt du click and reserve. Enfin bref, une fois encore, tout ça, personne ne le découvre. Nous, on y va tout doucement, mais on a vraiment volonté d'étoffer ce réseau de magasins, puisqu'en termes de notoriété, c'est excellent. En termes de réassurance, c'est très important aussi. Je suis convaincu que les consommateurs, quand ils rentrent dans un magasin qui fait partie d'un réseau web, ça lui donne une image concrète de ce qu'est l'enseigne. Et je pense vraiment que ça le rassure et ça l'incite à retourner aussi sur le site web derrière. Ouais, je suis assez convaincu par cet argument, Yannick. Je pense à une chose, quand je t'entends parler, tes magasins sont géographiquement basés dans les Alpes, et on comprend pourquoi. Cependant, tes consommateurs, ils ne sont pas tous dans les Alpes. C'est quoi la répartition? C'est juste sur le territoire français. On entend souvent dire que, par exemple, la population parisienne au sens large se rend souvent à la montagne pour skier, ce qui voudrait dire que tu as quand même un foyer de consommateurs important en région parisienne, et eux n'ont pas de magasin. On a une grosse population de clients sur Paris, très clairement, et on va faire un, voire plusieurs magasins sur Paris prochainement. On étudie ce projet depuis 2 ans. Il faut faire attention parce que comme nous, on est sur des surfaces importantes, la localisation d'un magasin et le modèle économique, on ne peut pas se jeter dedans n'importe comment parce que les loyers sont vraiment beaucoup plus élevés qu'en province. On a commencé effectivement à roder notre modèle, on va dire, dans nos bases chambériennes, Savoie ou Savoie-Isère. On a ouvert à Gap l'année dernière, donc c'est un premier magasin qui est un peu plus loin de nos bases, dans une zone évidemment de pratique, mais qui a un bassin de population relativement court. C'est une vraie réussite, donc ça nous incite véritablement à développer notre retail. Paris est plus qu'à l'étude. Paris est en cours de finalisation et on aura le plaisir de présenter un premier magasin à nos clients parisiens dans les 12-18 prochains mois de manière certaine. Génial. Écoute, merci pour ce complément d'information. On a parlé de la supply, on a parlé de l'international. Il y a un point qui est important aussi, et tu l'as évoqué rapidement, c'est le service client, qui fait partie finalement de l'ensemble de la proposition de valeur dans la vente de produits outdoor, comme vous le faites chez Cosport. Aujourd'hui, comment c'est traité, sachant que vous avez des enjeux multilingues? Deux parties chez EcoSport en termes de service client. Il y a le conseil client et le service client à proprement parler, on va dire plus administratif. Conseil client, on a des téléconseillers qui, ligne de produit par ligne de produit, sont tous des pratiquants émérites et sont capables d'accompagner les clients. Donc ce service-là est au sein même des business units. La business unit, ligne de produit par ligne de produit, est en charge de la sélection des produits, des achats, de la politique commerciale, de la gestion du stock et du conseil client. Ça leur permet vraiment d'être au contact de la clientèle et également au contact de ce qui se passe dans les magasins. Quant au service client, on va dire un peu plus administratif, on a rejoint Salesforce très récemment, qui, je pense, est l'outil adapté à notre progression. L'implantation date d'il y a quelques semaines, c'est tout frais. En clair, on fait tout pour avoir le moins de contacts clients possible, bien évidemment. On voit vraiment que notre taux de contact chute depuis quelques années parce qu'on progresse dans les informations qu'on fournit aux clients. Le client est rassuré aujourd'hui, nos process de remboursement, retour, etc., c'est nettement amélioré. Et vraiment, l'indicateur de satisfaction, c'est le nombre de contacts clients qui baisse très clairement. D'accord. Donc un service client qui est orienté d'abord conseil, en fait avant-vente. Oui. Si j'utilise en fait le mot service client, je devrais dire relation client qui est orienté avant-vente pour accompagner finalement le consommateur dans le choix, dans la décision d'achat. Et puis et donc là, l'humain est clairement mis
en avant, hein, si je comprends bien. Au sein des BU, il y a des praticiens du sport qui sont en capacité eux-mêmes de répondre aux demandes des consommateurs. Et puis l'aspect plus administratif, en fait, c'est-à-dire la gestion des retours, les remboursements. Toutes ces choses-là qui sont traitées au travers du canal Salesforce, hein. C'est comme ça on peut le dire. C'est exactement ça. Et donc, on maîtrise, on a des natifs en interne, hein, anglais, allemand, néerlandais, italien, etc. Et ça fonctionne parfaitement bien. Et au niveau service technique, au niveau conseil technique, c'est pareil. Nos gars pratiquent plusieurs langues et on arrive à bien satisfaire le client. D'ailleurs, à propos de langue, il y a une question qui me vient. Quel est le pays, en dehors de la France, dans lequel vous êtes implanté, qui finalement fonctionne le mieux en termes de chiffre d'affaires? Alors, on n'a pas un pays qui vraiment explose les autres, on va dire, hein, pour être très clair. C'est l'Allemagne qui est en premier. Allemagne, Espagne, UK. Voilà nos trois leaders D'accord. qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Et après, ça décroche un petit peu. On va retrouver l'Italie, la Belgique, la Hollande, l'Autriche et enfin la Suisse. D'accord. Et est-ce que tu observes dans les principaux pays, on va dire, gardons les trois que tu as cités de tête, hein, l'Allemagne, l'Espagne et le UK, est-ce que tu observes des comportements d'achat différents? Oh, je pense que j'apprendrai à personne en disant que l'Allemagne est un pays compliqué où le taux de retour est très important, où le phénomène de showrooming est assez répandu parce qu'ils sont remboursés avant même d'avoir décaissé, donc ils n'ont pas de soucis. Ils peuvent commander 15 vestes ou 15 paires de chaussures de ski, faire leurs essayages tranquillement et tout renvoyer derrière. C'est des consommateurs, les Allemands, que je trouve assez mal éduqués, si je puis me permettre, en termes de pratique et qui devraient considérer un peu plus l'environnement et arrêter de faire des allers-retours pareils. Clairement, les Allemands ont une vraie sale habitude, voire même de se faire livrer le même produit par plusieurs concurrents, et puis le premier qui est livré, il garde le produit, puis le reste, il refuse tout simplement. Et les cartons, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Donc l'Allemagne est un pays relativement compliqué. Mhm. L'Espagne est une surprise. L'Espagne, on ne pensait pas que ça pouvait devenir comme ça notre deuxième pays. Parce qu'il y a pourtant des acteurs assez solides en Espagne. Et on est très très content. L'Espagne est un pays qui coche toutes les cases. Ça fonctionne très bien. Et UK, c'est une surprise aussi, surtout en ce moment, parce que on peut pas dire que les circonstances soient fluides entre le UK et la France, d'un point de vue politique, douanier, monétaire, etc., etc. Et néanmoins, c'est un marché qui, chez nous, tient bien. On continue à vendre beaucoup de produits, et notamment beaucoup de skis en Angleterre. Les Anglais ont du pouvoir d'achat et je pense il y a une population de passionnés qui vraiment aime la France, aime le ski et quoi qu'il arrive, veut pratiquer. Justement, bonne remarque, les best-sellers dans ces trois pays sont à peu près les mêmes ou alors tu vois des vraies différences d'un pays à l'autre? En termes de produits, Ouais, ouais les best-sellers. je dirais que sur le produit technique, sur le matériel, sensiblement identique. Mhm. Au niveau textile, extrêmement différent. Les couleurs, les marques, les marchés textiles sont très nationaux. Ouais. Vous savez, on parle d'une marque comme Millet, par exemple, qui est extrêmement présente en France, qui est très puissante. Millet est pas franco-français, mais presque. Et il y a des marques qui sont très très puissantes à l'étranger. Je pense à un Jack Wolfskin ou d'autres qui sont quasi inexistantes en France. Donc autant sur le matériel, on va dire qu'on a un marché européen qui est relativement équilibré et constant. Autant sur le textile, là, c'est complètement différent. Très bien. Donc ça te permet, ce que tu dis finalement impose un travail au niveau des achats dans le sourcing qui est aussi qui doit prendre en Très compte complexe. les spécificités locales, hein. Très complexe sur le textile notamment, parce que des goûts, couleurs différents, parce que des appétences marques différents, et aussi des conversions tailles différentes. On va dire que quand un Allemand dit je fais XL, c'est pas la même chose que quand un Français ou un Espagnol dit je fais XL. Ouais. Donc en fait, ça nous donne un travail supplémentaire. Il faut qu'on soit meilleur là-dedans, et donc on utilise différents outils de simulation de taille, etc. pour réduire le taux de retour, parce que le taux de retour est un gouffre financier, on le Ouais. sait, hein, sur le web. Même si chez EcoSport, le retour n'est pas gratuit, néanmoins, il représente un coût de reconditionnement et de traitement qui est très important.
Merci pour ces infos. Pour finir, et tu as commencé à l'évoquer quand tu présentais la proposition de valeur d'EcoSport, la relation que vous entreteniez avec vos clients finalement. Tu expliquais que de façon structurelle, c'est une relation autour du contenu pour enfin pour permettre le voyage finalement à vos consommateurs. Euh, Tu peux nous en dire un peu plus sur la façon avec laquelle vous vous êtes adapté pour arriver à faire ça aujourd'hui, comment le CRM est utilisé, comment on fait de la promotion, aller un tout petit peu plus loin dans les explications. Pour être sincère, on en est aux prémices de notre CRM. On est plutôt vraiment à la bourre là-dessus. Je prends ça comme un potentiel de croissance qu'on n'a pas encore exploité. Donc c'est plutôt quelque part une bonne nouvelle parce que au chiffre où on est, si on avait tout exploité au maximum, on pourrait dire que ce sera compliqué d'aller chercher de la croissance. Là aujourd'hui, tout ce qui est relais de croissance CRM reste devant nous. Nous, ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on a fait on a élargi notre offre ces dernières années avec des nouveaux rayons, avec une offre été plus complète. Et on a donné la parole aux marques, comme je le disais tout à l'heure, et aux stations, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que le consommateur, quand il pense montagne, quand il pense outdoor, d'ailleurs pas que montagne, mais quand il pense outdoor, il faut qu'il pense à l'écosport. Et puis on l'anime avec des jeux, on fait beaucoup, beaucoup de jeux sur les réseaux sociaux, et ça fonctionne très bien. Donc, après, au niveau prix, c'est très simple. On est au prix du marché. Si un acteur important baisse ses prix, on va le suivre. On a les moyens de le faire, on le fera. Donc, on rassure le consommateur sur le prix. EcoSport est au prix. On n'est pas des casseurs de prix, on est des suiveurs. S'il faut suivre, on sera là. Et le consommateur, au bout d'un moment, se rend compte et dit, bon, bah, de toute façon, quand je vais regarder ailleurs, je me rends compte qu'EcoSport est au meilleur prix, donc je ne me pose plus la question. Après, nous, c'est la largeur de gamme, et on lui parle d'urbain, et on lui parle des différentes pratiques. Parfois, on fournit simplement de la belle image. Qui dit montagne dit EcoSport. Si on arrive à faire rentrer ça un petit peu dans la tête des consommateurs, on aura gagné. Bon, eh ben, écoute, c'est le meilleur challenge qu'on peut te souhaiter. Je viens de me rendre compte qu'on a quand même oublié de parler de Glitch Shop. Je voudrais quand même, vraiment avant de conclure, que tu nous détailles un peu plus parce que c'est quand même un sujet majeur pour EcoSport, dans la vie d'EcoSport, des enjeux qui sont devant vous. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est un sujet évidemment majeur, stratégique. Avec Fred Morel, on a décidé de mettre nos deux sociétés dans une nouvelle société. Donc c'est une opération de fusion pure, hein, il n'y a pas de cash-in, il n'y a pas de cash-out. On va créer une nouvelle structure juridique qui s'appellera 113 Outdoor, dans laquelle il y aura EcoSport et HSKey, nos deux sites internet. Il y aura Monsieur Golf, qui est un site de golf qui appartient à Fred Morel aujourd'hui, et il y aura Gliss Shop. L'idée, c'est véritablement d'aller chercher de la performance pas seulement au niveau des achats, j'espère qu'il y en aura, mais pas seulement au niveau des achats de marchandises, mais au niveau du transport, du packaging, de l'optimisation des stocks et surtout aussi au niveau SI. Parce que le SI aujourd'hui, l'IT représente des investissements extrêmement lourds et on fait chacun la même chose de notre côté. Pareil pour les pénétrations un petit peu des marchés à l'étranger, eh ben chacun on prend notre bâton de pèlerin et puis on essaie de pénétrer tel marché, tel marché. En le faisant ensemble, je suis convaincu qu'on sera beaucoup plus efficace. Après, on veut vraiment garder la différenciation des marques et voire même l'accentuer. EcoSport, le généraliste montagne. Gliss Shop, plus orienté glisse, plus orienté un petit peu pratique, ludique, pratique performance. Aujourd'hui, Gliss Shop est 100% hiver. On y amènera probablement demain des pratiques été, mais orientées sur la glisse, qu'on ne travaille pas aujourd'hui. Alors ça peut être tout ce qui tourne autour de l'eau, tout ce qui tourne autour du vent. L'objectif, c'est d'aller chercher des nouveaux marchés sur lesquels on n'est pas présent et en fonction de tel ou tel marché, de les mettre sur telle ou telle enseigne. Par exemple, on ne mettra pas d'offre trail sur Gliss Shop parce que ça ne correspondra pas à la promesse de cette enseigne. L'objectif, avoir un groupe outdoor avec différentes marques qui sont positionnées différemment pour que le consommateur clairement sache à quelle enseigne s'adresser par rapport à son besoin et aller chercher de la performance en back-office comme en performance économique pure. Voilà un petit peu le projet 113 Outdoor. Ça nous donne une taille intéressante. On est aujourd'hui à 100 millions. On commence à avoir un petit peu de prise de parole à l'étranger. On commence à avoir une relation vraiment privilégiée avec les marques. On s'est fixé un cap de doubler en 5 ans. Si c'est pas 5, si c'est 7 ans, c'est pas très grave. On va essayer d'accélérer. Une de nos grosses forces, c'est que les deux entreprises sont très saines financièrement. On n'a pas de fonds d'investissement qui pourraient nous mettre des échéances de renouvellement qui pourraient perturber la stratégie. On a on va dire
un pouvoir de décision qui est concentré sur, on va dire, Frédéric et moi. Et du coup, ça nous donne une agilité qui devrait nous permettre de nous développer rapidement. Ça peut être par des acquisitions externes, ça peut être par des lancements tout simplement de nouveaux rayons. L'avenir nous le dira. Donc, à court terme, au moins, tu parles de synergie, hein, et je rebondis là-dessus. Vous avez chacun 2 centres logistiques. Vous allez maintenir ces 2 centres logistiques? On va maintenir ces 2 centres logistiques, on va maintenir les équipes à Clermont-Ferrand de Glishop et les équipes à Saint-Alban d'EcoSport. On veut des équipes qui soient séparées et quand on regarde notre croissance, on aura vraiment besoin de ces 2 sites logistiques, voire même de les développer. Donc oui, on va les garder, on va les faire tourner à pleine capacité et on va les développer. Concernant les SI, tu parlais, je prends un exemple, tu parles de Salesforce, donc le CRM, qui est un sujet que vous lancez en quelque sorte, qui est un relais de croissance potentielle. C'est par exemple un projet qui pourrait venir s'étendre jusque chez Glishop. À partir du moment où on va fusionner, tous les sujets vont être réfléchis de manière commune, bien évidemment. D'accord, d'accord. Très bien. Et en termes de marché à l'étranger, vous êtes sur les mêmes pays ou alors vous avez une forme de complémentarité? C'est le UK qui est le pays numéro 1 chez Glishop. Donc EcoSport plus Glishop en UK, ça commence à donner des volumes assez intéressants. Et après, oui, on adresse à peu près les mêmes marchés, bien évidemment, sachant que nous, la différence, c'est qu'on a EcoSport a une offre été qui maintenant est étoffée et qui vient contrebalancer le ski sur certains pays, ce qui n'est pas le cas chez Glishop, qui aujourd'hui est 100% ski. Bon, bah très bien. Voilà. Écoute, merci pour tous ces éléments de précision. Merci pour Yannick d'avoir parlé de façon aussi transparente sur les enjeux finalement de l'outdoor à la montagne, comment finalement cette industrie se réinvente et c'est heureux de voir que on peut apprendre à consommer la montagne autrement que par simplement de la performance sur les pistes de ski. Merci également à Comexposium, l'organisateur des événements One-to-One Retail e-commerce de Monaco et One-to-One Digital Marketing de Biarritz pour la coproduction de cet épisode. Yannick, je te souhaite le meilleur possible pour la saison à venir, la fin du confinement. Et puis à vous autres auditeurs, je vous invite à rentrer en contact avec moi via LinkedIn ou le site Les Digital Doers si vous voulez me laisser un message. Yannick, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.